Si tu le fais sur l'intuition, c'est tellement complexe. Il y a forcément des mécanismes auxquels tu penses pas, des choses que tu vas oublier, que tu dois payer, des taxes, que si tu poses pas tout ça en fait sur un système, tu vas forcément passer à côté. C'est vrai que ça souvent c'est une objection qu'on a des cabinets qui nous disent mais non, moi je peux pas faire du reporting, ma donnée n'est pas propre. Et ça, ouais, je trouve que c'est un peu une fausse excuse parce que justement tu as des moyens de la retravailler un petit peu cette donnée. En fait, quand il y avait moi des entrepreneurs qui me disaient mon expert comptable me donne pas des conseils au cours de l'année, est-ce que tu sais pourquoi? Et ben tout simplement c'est parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. On voit que ceux chez qui ça se passe bien, c'est ceux qui commencent avec une version et qui montent en puissance progressivement et qui sont en veille en fait sur toutes ces nouvelles technologies, sur tous ces outils. Je trouve que quand même il y a un mouvement qui est perceptible et donc ça c'est positif pour la profession. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui une masterclass. On parle de data visualisation, de data, de projection, de données financières, de factures électroniques. Ça fait flipper certains qui bossent dans l'écosystème comptable et financier. J'ai fait un petit sondage la dernière fois, Thomas, sur Instagram et sur mon profil LinkedIn, sur l'IA. Apparemment, ça va aider les gens à faire des missions de conseil plus vite, plus rapidement. Je suis très heureux de t'accueillir pour ce nouvel épisode, pour cette V2, parce que tu étais déjà venu par le passé dans un ancien studio, dans un ancien environnement. Là, on va aller droit au but. Déjà, merci beaucoup de venir sur ce nouvel épisode. Salut Nicolas, écoute, merci pour l'invitation. Ravi d'être là une deuxième fois et puis de voir vos nouvelles installations. Ils sont très qualitatives. Alors, pour te présenter, mon cher Thomas, donc toi, tu es cofondateur d'une boîte qui s'appelle Fintesis. Juste avant, tu as fait 10 ans dans un Big Four où tu vraiment travaillais sur plutôt les entreprises en difficulté. C'est aussi un peu ça la genèse du produit Fintesis, qui est un outil qui va permettre d'analyser les données financières des entreprises. Et donc, c'est un outil qu'on met beaucoup à disposition des cabinets comptables. D'ailleurs, si vous souhaitez une formation complète sur Fintesis, vous allez directement en barre d'infos sur la plateforme Counter. Et vous avez Thomas qui vous a réalisé un programme de formation en détail sur comment on utilise l'outil, mais pas en mode démo produit, mais aussi en mode pédagogie, l'analyse du bilan, du compte de résultats, etc. Je vous laisse découvrir ça. Donc, vous avez, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, une croissance x2. Vous avez multiplié le nombre de clients. Vous êtes bootstrap, sans levée de fonds, 3 associés. Vous avez aujourd'hui quasiment 600 clients cabinet comptable au moment où on enregistre cette vidéo, une quinzaine de salariés. Vous travaillez aussi beaucoup sur le développement de l'intelligence artificielle dans le cadre de votre outil. Et j'ai vu déjà quelques prémices, on avait discuté dans la démo, c'est hyper bien. On va démarrer. J'aimerais déjà que tu puisses me raconter les pires stories que tu as pu rencontrer dans la gestion financière lorsque tu bossais à la fois dans un Big Four, mais aussi avec Fintesis. Ouais, écoute, avec plaisir. Donc, en effet, moi, j'ai fait une dizaine d'années chez Price. On intervenait en restructuring pour des sociétés en difficulté. Et donc, là, l'exemple qui me vient, c'est des sociétés tu vois, qui parfois pouvaient faire plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et tu te dis, dans ces sociétés-là, le reporting, il est carré, il n'y a pas de sujet. Mais en fait, tu t'aperçois qu'il y avait... c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais beaucoup d'entreprises qui, en fait, tant que ça allait, en fait, ne suivaient pas forcément leurs chiffres et attendaient un peu le dernier moment avant de mettre en place des reportings, un suivi de l'activité et voir ce qui se passait. Et nous, c'est là qu'on intervenait. En fait, on faisait un diagnostic complet. Donc, on reprenait les différents éléments financiers, le résultat, le bilan, la trésorerie. On essayait de tout décortiquer pour voir d'où venait le problème. Et donc, moi, ça a été un petit peu le déclic de voir qu'il y avait en fait peu d'entreprises qui étaient vraiment très bien outillées pour construire leur reporting rapidement et suivre leurs chiffres. Et donc, c'est là qu'on a eu l'idée de développer Fintesis. Et donc, voilà, tu l'as dit, on a créé Fintesis en 2022. Depuis, il y a beaucoup de cabinets qui s'y sont mis et beaucoup de clients finaux qui utilisent Fintesis pour leur reporting. Et là, en fait, l'exemple qui me vient, c'est que moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui, en fait, m'ont témoigné que dans la relation qu'ils avaient avec leur expert comptable, parfois, ce qui les gênait un petit peu, c'est que leur expert comptable ne soit pas capable de leur dire en cours d'année, lorsqu'il y a un moment de tension ou une zone de risque. Et en parallèle, ce qui est très agréable, c'est qu'on a aussi des entrepreneurs qu'on entend qui utilisent Fintesis ou
que leur expert comptable utilise Fintesis, qui disent, bah, voilà, maintenant, moi, je suis rassuré parce que j'ai la vue sur mes chiffres en temps réel, ou en tout cas au mois le mois. On définit ensemble des indicateurs et ça me permet vraiment d'avoir une vue sur mes chiffres tout au long de l'année. Et nous, c'est vraiment l'objectif qu'on voulait pour Fintesis, et ben, de faciliter ce travail de reporting. Euh, Hyper clair. Alors, on pointe aussi souvent du doigt un truc. Alors, moi aussi, je suis entrepreneur, tu vois, et donc forcément, la gestion financière. D'ailleurs, dans mon cas de figure précis, un jour, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas, voilà, j'avais l'intuition et je me dis, bah, ça passe, tu vois. Sauf que quand tu n'as pas le nez dans tes comptes, je dis pas comme un fou furieux, mais au moins de manière régulière pour avoir un peu le poumon, savoir ce qui se passe. Moi, j'ai vendu ma bagnole pour payer l'URSSAF, quoi. Tu vois, justement parce que j'avais même la sensation de bien maîtriser les chiffres. Et donc, j'ai fait confiance à mon intuition. Sauf que des fois, ça va pas. Non, il faut vraiment être hyper factuel. Tu vois, tu dis, il y a des boîtes 100 millions d'euros de CA et genre, ça tient pas la route, quoi, comme il se doit. Du coup, quand les entreprises, ils découvrent ça, que, ah bah mince, en fait, purée, je savais pas que c'était comme ça. Comment ils le vivent, en fait? Tu vois, comment toi, dans ton histoire et dans l'accompagnement que tu as pu avoir avec certaines boîtes, c'est quoi la première chose, le premier réflexe qui leur vient dans la tête? En fait, tout va dépendre de la situation, hein. Il y en a pour lesquels ça va être trop tard. En fait, et en fait, tu as différentes raisons en fait, aux difficultés. Ça peut être vraiment lié à un contexte économique et bah ouais, il y a l'activité, par exemple, qui décroît et c'est inévitable. Et dans ce cas-là, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et parfois, c'est juste des problèmes de gestion, c'est-à-dire que l'activité va plutôt bien, mais en fait, on dépense la trésorerie. On a toujours fait comme ça, en fait. On a dépensé sans trop regarder. Et en fait, là, on arrive à un moment où il y a beaucoup moins de trésorerie. Et donc, là, c'est pas trop tard. Mais par contre, il faut aller vite pour mettre en place des choses et avoir une gestion saine. Donc voilà, ça va être vraiment au cas par cas. Ah oui, donc alors, j'aime bien cette idée de dire on a toujours fait comme ça. Ça, j'ai l'impression que ce mot, il est aussi souvent utilisé dans le monde de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on a toujours fait comme ça? On a toujours consommé de cette manière? On a toujours fait ces événements qui coûtaient, je sais pas moi, 10, 30 ou 100 000 euros par an? Et du coup, bah, comme on l'a toujours fait et que ça a toujours bien marché, bah, on continue à le faire. Sauf que comme l'activité, ça se casse un peu, Voilà. ça descend un peu, du coup, c'est peut-être pas ce qu'il aurait fallu faire. C'est ça, et en fait, ça c'est vrai pour tout. La solution qu'on a, elle est vraie à un instant T dans un contexte donné. Mais comme le contexte, et si le contexte évolue, en fait, peut-être que la solution devient obsolète et qu'il faut réfléchir à de nouvelles choses. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de monitorer son activité et aussi d'avoir un benchmark et une veille sur l'ensemble d'un secteur et des pratiques pour justement vérifier qu'on est bien dans les clous. Donc nous, voilà, c'est vraiment ça qu'on veut apporter avec l'outil. Hyper clair. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi un peu de, tu vois, de mots-clés. La data vise, l'analyse de la data, les reporting. J'aimerais déjà qu'on fasse une espèce de vulgarisation sur tous ces mots-clés pour que nos auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, ils puissent déjà avoir une certaine clarté de tout ce que ça veut dire. Oui, alors Fintesis, c'est une plateforme de reporting et de data visualisation. Mais je pense que le terme le plus général et qui englobe le plus de choses, c'est reporting. Le reporting, c'est le simple fait en fait de communiquer sur son information. Et le reporting, il peut prendre diverses formes. C'est-à-dire que nous, on va parler aujourd'hui du reporting financier. On peut faire un reporting marketing, un reporting commercial, un reporting social. Donc, c'est le simple fait de communiquer sur son information. Nous, donc, dans le reporting financier, c'est communiquer sur son information financière. Cette information financière, on peut communiquer dessus de différentes manières. Donc, justement, ça peut être via des tableaux plus ou moins détaillés, des indicateurs, des graphes. Et donc, c'est là qu'on va parler de data visualisation. Donc, la data visualisation, c'est juste un mode de restitution qui permet de restituer de manière très claire et simple voilà, des chiffres et des conclusions. Et ensuite, le terme qu'on entend aussi beaucoup, c'est le terme de business intelligence. Donc, là où le reporting, ça va plutôt être le document, le livrable, en fait, qui va te permettre de communiquer l'information. La business intelligence, c'est plus le procédé de traitement de l'information. Donc, la business intelligence, c'est le procédé qui consiste à collecter de la donnée, la structurer au bon format, et ensuite en tirer un savoir et la restituer. Et donc, un reporting va utiliser de la business intelligence. Chez Fintesis, on utilise de la business intelligence parce qu'on va automatiser ce process pour
collecter, traiter la donnée et la restituer. Et ensuite, parce qu'on ne va pas faire seulement du reporting sur Fintesis, on va aussi permettre de faire des tâches financières avancées de pilotage financier. Donc, c'est-à-dire reporter et analyser l'information historique, c'est une chose. Mais ensuite, on va aussi permettre de faire des projections en termes de résultats, en termes de trésorerie, de faire des consolidés, d'utiliser l'analytique, de faire du scoring, etc. On pourra en parler. Et donc, c'est tout ça qu'englobe la partie reporting. Nous, on s'est dit que les experts comptables étaient peut-être les mieux placés pour accompagner les clients sur ces sujets-là. Et donc, Fintesis, c'est vraiment un outil qui est dédié pour les experts comptables pour leur faciliter ce travail de reporting et d'analyse de la donnée. Tu vois, j'ai la sensation quand même que... j'analyse aussi beaucoup les signaux faibles du marché. Et donc, je pense qu'on est encore, comme d'habitude, dans une phase où la profession évolue, la profession s'améliore, la profession change d'état d'esprit. Et donc, on passait un peu de la production comptable à l'ère de la data. Sauf qu'en fait, dans les faits, on est quand même encore beaucoup dans la prod, tu vois. Et tant que la prod, elle n'est pas bien faite, comment on peut faire des bonnes analyses? Ou alors peut-être un conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent, peut-être des collaborateurs un peu juniors, qui disent, si je veux faire de la bonne analyse financière avec un outil comme Fintesis, qu'est-ce que moi je dois mettre en place avant pour que l'outil puisse me donner le Saint Graal, pour que je puisse vraiment apporter de la valeur à mon client? Alors, tu as raison de dire qu'on est dans l'ère de la data et là où le reporting devient particulièrement important, c'est parce que, tu as de plus en plus d'informations disponibles facilement via justement les nouvelles technologies, donc l'information que tu peux exploiter. Et à côté de ça aussi, via les structures capitalistiques des boîtes, tu vois, tu as de plus en plus de boîtes qui font appel à des actionnaires, des investisseurs, où tu dois sinon communiquer à des banques. Donc, en fait, tu dois communiquer l'information de manière plus fréquente. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce besoin en reporting. Et ensuite, comment faire des analyses qui sont pertinentes? Alors, déjà, il y a sur les outils de production comptable, moi, je sens une nette évolution en fait, ces dernières années où de plus en plus, on est en capacité de produire une comptabilité à jour au mois le mois. C'est vraiment des cas concrets, nous, de clients qu'on voit et de cabinets qui maintenant mettent à jour la compta de leurs clients au mois le mois. Donc, si cette donnée, elle est fraîche et à jour, et bien après, tu peux tout à fait l'exploiter sur Fintesis. Et la différence que tu vas avoir entre un outil comptable et Fintesis, c'est qu'un outil comptable, l'objectif, c'est d'aboutir à une vision normée de tes états financiers, alors que Fintesis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vas pouvoir déstructurer tous tes tableaux, tes indicateurs, pour que ça réponde vraiment aux besoins et aux contraintes de l'interlocuteur auquel tu t'adresses. Et ces contraintes, elles peuvent être totalement différentes. Et après, si tes collaborateurs et que tu utilises un outil qui n'est pas en capacité, ou alors le cabinet ne propose pas de faire un arrêté au mois le mois, tu as quand même des solutions pour corriger, on va dire, les chiffres sur Fintesis. Par exemple, tu as des écritures de stock que tu passes en fin d'année, mais ta vision économique n'est pas juste au mois le mois. Et sur Fintesis, tu peux venir reprendre ces chiffres, venir lisser cette écriture au mois le mois, et donc te servir des chiffres corrigés pour présenter l'analyse. Et c'est vrai que ça, souvent, c'est une objection qu'on a des cabinets qui nous disent « Mais non, moi, je ne peux pas faire du reporting, ma donnée n'est pas propre ». Et ça, je trouve que c'est un peu une fausse excuse parce que justement, tu as des moyens de la retravailler un petit peu, cette donnée. Tu peux aussi, par exemple, ce que font des cabinets, calculer une marge théorique en te disant « Dans mon compte de résultat, toutes les lignes ne sont pas justes. Mais je sais que mon chiffre d'affaires est juste et sur cette activité, l'activité de mon client, il fait en général une marge de 30%. Et bien après, tu viens recalculer des indicateurs comme ça, calculés de manière théorique. En tout cas, il y a des moyens de contourner le problème lorsque ta donnée n'est pas parfaitement à jour. Hyper clair. Je réfléchis à ma question parce que j'ai plusieurs éléments dans mon esprit qui viennent. En fait, j'ai une idée qui vient de me venir à l'instant T dans ma tête. J'ai dit, mais imaginons que la comptabilité soit tellement bien tenue grâce à la technologie, tellement plus facile à tenir grâce à la technologie. Je me dis qu'en réalité, l'étape numéro 2 ou la vision qui serait idéale, c'est qu'on n'aurait plus une comptabilité au mois le mois, mais on aurait du reporting obligatoire et juste au mois le mois. Est-ce que c'est faisable, ça? Je pense qu'on va y arriver.
enfin en tout cas, l'automatisation de plus en plus de la comptabilité et donc qui va permettre d'avoir un reporting de plus en plus à jour rapidement. Et après, par contre, sur l'automatisation du reporting, alors nous, c'est le cas, hein, une fois que tu as défini ton format, ben, tu as ton reporting, mais tu dois quand même passer par cette étape de personnalisation du reporting parce que chaque société a ses interlocuteurs et chaque interlocuteur va demander un format de restitution différent. Il y en a, ça va être purement de la data visualisation où en fait, tu as des sociétés aussi qui font du reporting en interne, en fait, pour communiquer en interne à leurs employés, à une équipe de managers. Et donc, euh, tu vas avoir des besoins différents en fonction de l'interlocuteur auquel tu communiques. Et donc, tu as quand même encore cette phase de paramétrage de ton reporting et de tes analyses qui va rester. En tout cas, l'alimentation des données, elle, va pouvoir se faire en automatique et en effet de plus en plus fréquemment. Hmm. Ok, je vois. D'ailleurs, tu mentionnes un truc juste avant. Alors, je sais que nous, chez Counter, on a aussi un autre projet qui s'appelle les Geeks des chiffres. Et donc, les Geeks des chiffres, c'est cette école là qu'on a cofondée depuis 5 ans maintenant, qui ont accompagné 12 000 étudiants en DCG, DSCG. Et en fait, on était en train de mettre à jour le programme de formation en comptabilité, genre, tu sais, le premier cours de compta, quoi, que n'importe qui pourrait rencontrer. Et le premier module dans le programme officiel du DCG, alors, bah, à quoi sert la compta? Et à qui est destinée la comptabilité? Et donc, en gros, tu as fait 2 heures de compta et tu sais déjà que tu dois communiquer à tes actionnaires, à tes salariés, à l'entreprise, aux financeurs, aux commissaires aux comptes, à l'administration fiscale. Et en fait, en réalité, la comptabilité, eh bien, elle sert énormément et elle sert aussi à prendre des décisions. Là, aujourd'hui, avec des outils de reporting, alors, dans les reportings financiers, qu'est-ce qu'on a qu'on peut avoir et qu'on doit avoir comme produit minimum, j'ai envie de dire, pour pouvoir déjà se formuler un avis sur les comptes d'une boîte? Oui, alors juste avant de répondre aussi, je reviens sur une chose que tu disais. C'est vrai que ça, l'automatisation, ça va poser, je pense, un problème aussi en termes de formation. Parce que, tu vois, nous, quand on apprenait la comptabilité, eh ben, on saisissait des Ah écritures, bah, carrément. on se trompait, on se faisait engueuler, Ah, du tu coup, m'étonnes. ça nous restait. Et donc, c'est comme ça qu'on apprenait. Pareil pour les analyses financières, hein, moi aussi, à mes débuts, tu fais des analyses financières, tu comprends pas trop. Et donc, après, tu as des expériences où tu sais pas trop l'expliquer, tu le retiens, et c'est comme ça que tu progresses. Et donc, comme beaucoup de choses vont être maintenant automatisées, va peut-être y avoir un problème de montée en compétences. Et donc, c'est là où des projets comme Counter sont géniaux parce que voilà, ça permet de s'aligner en fait entre la compétence requise et l'utilisation des outils. Non, voilà, il y a cet aspect-là. Et ensuite, sur la partie, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un reporting financier de manière un peu classique? En fait, l'analyse financière, elle se base sur 3 piliers. Donc, le résultat, qui est la traduction de ton activité en termes de flux sur une période donnée. Le bilan, qui est une photographie de ton activité à un instant T entre ce que tu dois et ce qu'on te doit. Et puis, les flux de trésorerie, qui sont le nerf de la guerre. Et donc, le reporting financier, un reporting financier complet, doit s'intéresser à ces 3 éléments. Et après, sur chacun des éléments, tu vas avoir des choses spécifiques. Le compte de résultat, ce qu'on aime bien regarder, c'est donc l'historique, les années précédentes et l'exercice en cours, et aussi de faire des prévisions et un budget. Ça va te permettre, d'une part, de faire un atterrissage, de dire j'en suis là en juin, et ben, si je tire le trait et que je colle les derniers mois de mon budget, voilà où est-ce que je vais arriver en termes de résultat global. Et ça te permet aussi de faire tous les mois un comparatif entre ce que tu avais fait l'an dernier et ce que tu avais prévu dans ton budget, et d'essayer de comprendre si tu n'es pas dans les clous, ben, pourquoi tu n'es pas dans les clous, et de prendre les actions correctives à temps. Donc ça, c'est sur la partie compte de résultat. Et ensuite, par exemple, sur le bilan, on va s'intéresser aux postes clients et fournisseurs qui sont intéressants à regarder. Est-ce que tu as une bonne capacité à encaisser tes créances clients? Pareil, est-ce que tu as la possibilité de décaler tes paiements fournisseurs? Et pareil, en flux de trésorerie, on va venir voir comment se découpent tes flux de trésorerie. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Comment est répartie ta trésorerie entre flux d'exploitation, flux d'investissement, flux de financement? Et donc, voilà, c'est un peu tous ces éléments qu'on va retrouver dans le reporting. Et tout ça, tu peux le restituer via une couche de data visualisation et qui te permet, notamment quand tu communiques à des clients, d'avoir les conclusions de manière très claire et visuelle. Hyper clair. Tu sais, tu mentionnes un truc pour lequel je milite depuis tellement de temps. En fait,
je vois que la technologie, là, en fait, j'ai l'impression que dans la filière de l'expertise comptable, c'est comme si que c'est le réchauffement climatique, hein, tu vois. Qu'il y a il- Mais tant qu'il n'y a pas le feu dans ton jardin, tu n'as pas pris conscience de ce qui va se passer. Et moi, je suis à 1000 fois convaincu du déficit de compétences qu'il va y avoir. Et en fait, je me dis, toute la tech, elle est incroyable, ou en tout cas, elle est dans des prémices qui sont incroyables. Moi, j'utilise aussi des outils, et moi, aujourd'hui, j'ai des reportings à J+5, quoi. Tu vois. Mm. Alors que mon intervention sur la machine, est égale à peut-être 1 heure ou 1h30 par mois. Donc, ça veut dire que j'ai tellement bien automatisé mon truc que ça se fait à peu près tout seul. Et donc, je vois le déficit de compétences comme un frein à l'utilisation des outils. Mm. Donc, ça veut dire que, en gros, la résolution de problèmes des outils technologiques, c'est de dire, on va vous permettre de faire du conseil. Sauf que, est-ce que tout le monde est capable de faire du conseil? Exactement. Donc, comment toi tu vois un peu, tu vois, comment tu vois ce monde à venir? Ça m'intéresserait d'avoir ta lecture. Et aussi, à côté de ces 600 clients qui utilisent la solution, comment ils l'utilisent? Pour faire quoi? Parce que ça pourrait donner aussi l'idée ou l'envie à des personnes qui ne font pas ça, de peut-être s'y mettre, tu vois. Non, mais tout à fait, on a exactement le même constat, c'est-à-dire que nous, on automatise des choses, mais nous, beaucoup de cabinets nous disent comment je fais pour que mes collaborateurs soient capables de ouais. proposer ces analyses et d'en parler à leurs clients. Et donc, c'est pour ça que nous, on investit beaucoup maintenant dans la formation et qu'on fait voilà, ensemble des parcours de formation, parce que maintenant, l'enjeu, je pense que ça, avant, on en parlait, le collaborateur se formait un peu comme ça lui-même. Et donc maintenant, je pense qu'il va falloir, au sein de la structure professionnelle, eh bien, prévoir des séances de formation très, très intenses. Et donc, voilà, sur l'interprétation des analyses, nous, on capitalise beaucoup dessus. Et j'ai oublié ta deuxième question. Moi aussi, moi aussi, je l'ai oublié. Je disais comment tu vois un peu ce monde à venir, tu vois. Ouais, donc, Donc, ce que vous faites, vous mettez en place des actions de formation justement pour qu'on puisse bien utiliser la solution. D'ailleurs, sur la formation Counter que tu as réalisée sur Finthesis, justement, il y a un module, il y a un cours spécifiquement sur l'interprétation des résultats issus de l'outil, parce que c'est pas de dire fonctionnalité X fait Y, c'est concrètement dans la vraie vie comment je peux utiliser cette fonctionnalité pour qu'elle apporte de la valeur aussi à mon client. C'est ça, je pense qu'il y a les deux phases. Il y a la phase utilisation de l'outil, comment je le manipule, et ensuite comment je l'interprète et comment je communique avec mes clients, comment j'interprète voilà, les conclusions. Et justement là-dessus, je pense que l'IA peut aider, mais c'est pareil, enfin, l'IA peut aider et ça peut aussi être un risque. Peut être un risque justement de prendre les conclusions et de pas forcément réfléchir à ce qu'il y a derrière. Oui. Mais ça peut aider aussi parce que voilà, on va avoir beaucoup de conclusions qui seront générées automatiquement. On peut challenger aussi l'IA. Et je pense que ça va être de la responsabilité de chacun des cabinets de bien former ses collaborateurs sur le sujet. Yes. Donc alors, si je prends tout de suite ce sujet de l'IA, vous avez développé un scoring dans l'outil Finthesis. C'est quoi sa mission? Ouais, alors pour te faire un rapide aperçu de tout ce qu'on fait en IA sur Finthesis, aujourd'hui on a 4 actions et je terminerai par le scoring. La première chose qu'il est possible de faire, c'est tu fais un graphe, un visuel, et bien tu as un petit bouton pour générer automatiquement un texte qui va t'expliquer ce qui se passe dans ce visuel et les principales tendances. Donc ça marche via des LLM. Deuxième manière dont on l'utilise, c'est dans un business plan. Donc tu crées une activité, tu veux avoir des prévisions basées sur cette activité, tu veux pas repartir de zéro, et ben, tu as un petit questionnaire à remplir. Tu dis à l'IA quelle est l'activité que tu prévois de lancer, combien de collaborateurs tu comptes avoir la première année, ton taux de croissance, etc. Et sur cette base-là, ça va te pré-paramétrer toute une série d'hypothèses, et donc te donner une première version, bien sûr que tu peux modifier, de ton business plan. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième manière de l'utiliser, c'est en interne. En fait, on a fait un chatbot interne en utilisant le système qui s'appelle RAG, qui est un sous-domaine en fait des LLM et qui permet de lui donner en fait un certain nombre de bases de données qu'on a en interne. Donc, par exemple, les discussions qu'on a sur le chat, notre base de connaissances Notion, notre site web, etc. Et de lui dire d'aller chercher en priorité dans cette base-là pour nous donner les réponses. Et donc, ça agit un peu comme un salarié, en fait, qui permet de répondre à toutes les questions qu'on a en interne sur la plateforme. Et on prévoit bientôt de le mettre en ligne pour que ça fasse office de support vraiment H24 pour nos clients. Et donc, dernière chose qu'on a lancée, donc j'en viens au module scoring. En fait, on a créé un module qui permet de calculer 6 indicateurs
et qui te permettent de témoigner de la santé financière de ton entreprise. Donc, les 6 indicateurs, c'est croissance du chiffre d'affaires par rapport à N-1, juste savoir si ton activité est en croissance ou en décroissance. 2, rentabilité de l'activité. Ton EBITDA, qu'est-ce qu'il représente par rapport à ton chiffre d'affaires? Est-ce que tu fais un profit ou non? 3, le ratio d'endettement. Que représente ta dette financière par rapport à tes capitaux propres? 4, la capacité de remboursement. Donc, en fait, en fonction de ce que génère ton activité, est-ce que tu vas être en mesure de rembourser facilement ta dette financière? 5, le ratio de liquidité. Donc, ça permet de comparer tes actifs circulants, tes actifs court terme à ton passif court terme pour voir si tu pourrais rembourser ton passif court terme avec ton actif circulant. Et dernière chose, l'horizon de trésorerie. Donc, sur la base de ton dernier flux de trésorerie, combien de mois il te reste avant de consommer la totalité de ta trésorerie? Et donc, tous ces indicateurs sont calculés automatiquement. Ça te donne une note pour chaque indicateur et une note globale, une moyenne, qui te permet de juger de la santé financière de ton entreprise. Et ensuite, tu peux générer un texte par IA qui va reprendre tous ces indicateurs. Donc, on fait un prompt. On lui donne tous les indicateurs. On lui dit, donne-moi des recommandations. Et ça va te dire quels sont les indicateurs satisfaisants, comment il faut les lire. Donc, on en revient au sujet de la formation et de l'interprétation. Quels sont les indicateurs à surveiller? Et là, je suis impressionné parce que l'IA fait quand même preuve de nuance. Tu vois, c'est pas blanc ou noir. C'est pas parce que tu as un ratio d'endettement qui est faible qu'elle va te dire que c'est bien. Elle va dire, oui, tu n'es pas endetté, mais peut-être que ça vaudrait le coup de t'endetter un petit peu plus pour faire croître ton activité. Donc, ça marche assez bien. Et ensuite, des recommandations sur la base d'une note et d'une analyse globale. Et donc, ça, c'est une nouvelle manière d'utiliser l'IA. Et donc, ces recommandations, elles peuvent être utilisées, bien sûr, pour les communiquer aux clients et on peut les compléter. Je pense qu'il y a des éléments quand même qui sont propres aux clients que l'expert comptable connaît et que l'IA ne sera jamais en capacité d'ajouter dans l'analyse. Et puis ensuite, on veut aboutir en fait à une vue globale au sein d'un cabinet qui pourrait avoir cette notation sur l'ensemble de ces dossiers et de repérer très facilement quels sont les dossiers qui sont à risque pour pouvoir, en fait, très, très rapidement, dès que les chiffres sont à jour, aller vers le client et lui dire attention, on a repéré une potentielle zone de risque, il faudrait qu'on en discute. Et donc, l'idée derrière ça et la vision, c'est de pouvoir vraiment faciliter les missions de conseil. Bon, là, ça, c'est parfait. Si je reprends notre petite histoire sur le déficit de compétences tout à l'heure, du coup, j'imagine que ça, l'usage pour un collaborateur qui va être face à ce tableau de bord en se disant tiens, j'ai ces 6 indicateurs à analyser. Donc ça, naturellement, on le voit dans les études à l'école. OK? Mais sauf qu'on n'y met pas du sens. Parce que c'est trop... C'est abstrait. Et on ne sait pas si on va vraiment l'utiliser dans la vraie vie. Mais par exemple, une croissance de chiffre d'affaires, à un moment donné, si de mois en mois, il n'y a pas de croissance, ta boîte, elle est morte, quoi. Donc, c'est aussi important d'avoir cet indicateur qui vient un peu dans ta tronche pour te dire, est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas? Et en fait, j'employais un mot la dernière fois qui est un peu l'automatisation du conseil. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que j'ai envie de dire, mais un collab qui n'aurait pas le temps, l'énergie mentale, la compétence, la curiosité de se poser la question, l'outil viendrait lui donner de manière un peu proactive. Et donc, en mode, si tu ne sais pas et que tu es curieux, du coup, tu vas par toi-même un peu monter en compétence. Ou alors, si tu ne sais pas et que tu n'es pas curieux, peut-être que tu vas utiliser un peu la solution de facilité en mode, tiens, il m'a donné telle recommandation avec le texte. Mais en tout cas, je trouve que ça permet quand même de faire progresser, au sens général, tout l'écosystème. Tu vois? Exactement. Et en fait, quand il y avait des entrepreneurs qui me disaient mon expert comptable ne me donne pas des conseils au cours de l'année, est-ce que tu sais pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Ou des collaborateurs, lorsqu'on demande à des collaborateurs de faire des analyses quand ils ont le temps, c'est vrai que la mission déjà de production comptable, même si elle est automatisée de plus en plus, mais elle prend tellement de temps que c'est pas gérable, en fait, de prodiguer du conseil et de passer du temps. Et nous, justement, on veut que cette marche soit la moins haute possible pour le collaborateur ou pour l'expert comptable. Et en fait, lui prémâcher le travail. Avant, on prémâchait le travail de structuration des tableaux, des analyses. Et maintenant, on veut aussi prémâcher le travail de l'interprétation pour aller au maximum de ce que peut fournir l'IA, c'est-à-dire une analyse assez descriptive, en disant c'est bien, c'est mal, ou il y a une nuance à apporter. Et ensuite, l'expert comptable vient apporter la touche finale, mais que pour lui, le temps à passer dessus soit vraiment minime pour pouvoir justement apporter du conseil au client. Hyper clair. Est-ce que tu as un cas d'usage de clients qui utilisent Finthesis où ils ont vraiment réussi à... Tu vois, si on pourrait avoir un espèce d'avant-après,
qui n'avaient pas forcément d'outils ou alors qui n'avaient pas cette culture d'utiliser la donnée pour proposer des missions de conseil. Est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter là-dessus? Ouais, par exemple, j'ai un cabinet en tête qui l'utilise pour l'un de ses clients qui a un groupe de sociétés. Et en fait, ce client, il avait 5 sociétés, je crois. Et en fait, il ne savait pas trop dire s'il était rentable sur l'ensemble de son groupe, si il générait de la trésorerie au global. Et il avait des problématiques aussi en se disant peut-être que j'ai trop de trésorerie sur l'une, pas assez sur l'autre, j'aimerais régulariser tout ça. Et en fait, le cabinet comptable avec Fintesis a mis toutes les sociétés sur la plateforme, a créé un agrégé, donc un consolidé. Et du coup, sur cette vue consolidée, tu as un compte de résultat global, un bilan global, une trésorerie globale, et tu as aussi une vue contributive pour voir voilà, la part de chacune des sociétés. Et donc ça, en fait, ce groupe-là avait des investisseurs. Et ben, avant, ils passaient des heures à produire ces reportings consolidés sur Excel. Et là, maintenant, c'est vraiment du presse-bouton. C'est automatique. Ils ont la vue consolidée et voilà, ils prennent leurs décisions beaucoup plus rapidement. Maintenant, le reporting est sorti à J+5, alors qu'avant, ça pouvait leur prendre un mois complet, avec en plus des risques d'erreur et voilà, plein de retraitements dans tous les sens. Toi, alors, il y a ce qu'on lit sur Internet, ce qu'on voit sur les réseaux. Comment ils sont les experts comptables dans la vraie vie? Bah, c'est comme dans tout, hein, il y a vraiment des profils très divers. Hein. Moi, je remarque quand même que malgré tout ce qu'on peut dire, en fait, tu en as beaucoup qui sont en veille et qui cherchent à changer. Tu vois, tu prenais l'exemple du réchauffement climatique tout à l'heure. Je pense que quand même, là, tu as des signaux d'alarme très fréquents. Tu as toutes les initiatives que peut avoir l'ordre. Et en fait, tu en as vraiment beaucoup qui s'intéressent. Tu le vois aussi à la fréquentation à des événements comme le congrès. Oui, carrément. Ouais. Nous, il y a beaucoup de gens qui participent à nos webinaires et qui nous contactent. Donc, je pense qu'il y a quand même un intérêt global voilà, qui est assez important. Et après, tu en as quand même qui, comme on disait tout à l'heure, qui se trouvent un peu des fausses excuses en disant bah non, c'est pas parfait, qui va chercher la petite bête et dire bah non, je peux pas faire ça, donc je l'utilise pas, et qui préfère rester à son système où il propose pas du tout de conseils. En fait, c'est tout ou rien. Ouais, je Et vois. en fait, Soit c'est la perfection, soit c'est rien du tout, quoi. Et c'est comme voilà, ceux qui parlent du changement climatique en disant bah non, ce fait-là est faux, donc je fais rien. Et donc voilà, fait est mieux que parfait. Voilà, on voit que ceux chez qui ça se passe bien, c'est ceux qui commencent avec une version et qui montent en puissance progressivement et qui sont en veille en fait sur toutes ces nouvelles technologies, sur tous ces outils. Mais voilà, je trouve que quand même il y a un mouvement qui est perceptible et donc ça c'est positif pour la profession. Toi, tu es entrepreneur, donc vous êtes 3 associés dans la structure. À quoi ressemble ton tableau de bord à toi? Eh ben, mon tableau de bord, évidemment, je le fais sur Fintesis. Parce qu'on regarde, en fait, on met à jour, donc on est connecté par API à notre outil comptable. On le met à jour, en fait, moi je fais la compta maintenant à J+2, J+3. Dès que la compta est faite, je mets à jour mon tableau de bord sur reporting et j'ai donc mon compte de résultat, mon bilan, mon flux de trésorerie. Donc mon compte de résultat, je le suis au mois le mois. J'ai mon comparatif par rapport à l'an dernier, par rapport au budget qu'on s'est fixé, en mensuel et en cumulé à date depuis le début de l'exercice. Donc ça déjà, c'est quelque chose de très important pour voir si on est dans les clous en termes de croissance, de rentabilité. Et deuxième élément qui est capital, en fait, c'est les encaissements-décaissements en termes de trésorerie. Eh bien, ça me permet de voir justement depuis le début de l'année, en fait, quels ont été mes principaux encaissements, décaissements. Et nous, on a une philosophie chez Fintesis, c'est qu'on veut rester cash flow positif tous les mois. Et donc, on a cette analyse qui nous permet de vérifier que c'est bien le cas. Et après, bien sûr, tu as une couche de data visualisation. Alors nous, on a des profils plutôt financiers. Donc moi, je préfère rentrer dans les tableaux, avoir tout le détail, être très précis. Mais après, si tu veux ajouter un peu d'abstraction et de ne mettre que certains éléments, et ben, tout ça, tu peux le faire avec une couche de data visualisation. Dans ton histoire de développement de Fintesis, justement, est-ce qu'à certains moments, le fait d'analyser ces chiffres t'ont fait prendre des décisions majeures qui ont changé un peu le projet que tu as aujourd'hui? Je te donne un exemple. Avant de lancer Counter, typiquement, nous, on a travaillé sur un projet qui est les geeks des chiffres, et puis on a fait du bootstrap, sans lever de fonds, sans d'emprunt, sans rien. Et on s'est dit, comment on va pouvoir faire, jusqu'à quel niveau de trésorerie on va monter? Et en fonction de ce niveau de trésorerie, on va pouvoir déclencher la suite de la vision. Donc en gros, tu passes d'un produit, t'en fais complètement un autre parce que tu as vu un KPI, ce qui t'a permis de switcher. Est-ce que toi, tu as eu des moments comme ça avec ton projet? Ouais, clairement.
ne serait-ce que pour valider en fait la viabilité économique d'un projet. Moi, ça me fait rire quand je vois sur les réseaux que ça sert à rien de faire un business plan. Euh, Ne serait-ce en fait que pour se dire que économiquement, au bout d'un certain nombre de mois, tu vas être rentable et donc que tout ce que tu as imaginé, quand tu poses les chiffres, eh bien, ça marche. Eh ben, pour moi, c'est essentiel. Et nous, on s'en sert, en fait, on met à jour notre business plan, alors peut-être pas tous les mois, mais en fait, ça nous permet de prendre des décisions qui sont structurantes. Par exemple, qui on va embaucher, quand est-ce qu'on va les embaucher, est-ce qu'on peut se permettre de dépenser plus pour booster un petit peu la croissance. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut piloter son activité, parce que comme tu le disais tout à l'heure, si tu le fais sur l'intuition, c'est tellement complexe. Il y a forcément des mécanismes auxquels tu ne penses pas, des choses que tu vas oublier, que tu dois payer, des taxes, que si tu ne poses pas tout ça, en fait, sur un système, eh ben, tu vas forcément passer à côté. Donc, nous, oui, on s'en sert beaucoup pour prendre des décisions majeures. D'ailleurs, je pense que ceux qui disent que le business plan ne sert à rien, je pense que c'est surtout ceux qui ont la flemme de le faire. Parce que ça peut être chiant en réalité de faire un business plan. Mais par contre, quand tu as une analyse chirurgicale de ton produit, de ton service, de où est-ce que tu veux aller, et que tu réfléchis vraiment stratégiquement, mois au mois, ce que tu veux faire, et tu vas voir si ça fonctionne ou pas. Et si tu sens que ça fonctionne, bah, quels vont être les pions que tu vas pouvoir dérouler au fur et à mesure. Et en fait, en réalité, c'est vrai que le business plan, tu sais, moi, à l'époque, j'avais aussi un peu cette idée, bah ouais, t'es financier, donc oui, un business plan, c'est utile. Mais sauf que quand tu joues quand tu joues ta life sur un projet, fais un business plan parce que tu peux pas y aller à l'arrache, quoi. Ouais. Tu vas pas mettre ta famille à la rue, quoi, avec un truc pareil. Non, il faut être structurant. Donc, je pense que c'est incroyable, tu vois. Ouais, et là où je suis d'accord, c'est qu'il faut pas non plus passer son temps à régler toutes les mini-hypothèses d'un business plan. Il y en a aussi qui confondent avec le fait de faire quelque chose de très, très détaillé. Je veux dire, quand tu as la vision globale, tes principaux coûts, ton chiffre d'affaires, après, tu peux le laisser sur 3 mois, 6 mois avant de l'actualiser pour voir si c'est toujours viable. Mais par contre, ça permet quand même d'avoir une vision. Et la vision, c'est important après pour prendre les mesures rectificatives si c'est nécessaire. Très clair. Tu as un associé CTO. Lui, c'est quoi son tableau de bord à lui? J'imagine que lui aussi, il en a peut-être un autre. Tu vois? Ouais, tout à fait. C'est vrai que je t'ai évoqué les données financières, notre reporting financier. Mais quand tu es un SaaS, tu as beaucoup d'autres KPI que tu suis. Par exemple. Notamment, nous, ça va être l'ARR, le revenu annuel récurrent, le MRR qui est plutôt mensuel. Tu vas avoir les nouveaux clients, tu vas avoir le churn, les clients qui se désabonnent, même si on n'en a presque pas, nous. Tu vas avoir les paniers moyens aussi, qui te permet de voir, parce que sur Finthesis, en fait, tu as des abonnements au projet. Donc, en fait, plus le nombre de projets augmente, plus le panier moyen augmente. Et donc, ça te permet de voir le panier moyen par client. Et surtout, pour nous, c'est un indice qui nous permet de voir si la solution est bien déployée en interne. Tu vois, un cabinet qui a 10 000 dossiers, et ben nous, l'enjeu, c'est qu'il en mette le plus possible. Et aussi, ça permet de démontrer que la solution est scalable et que très facilement, le collaborateur peut le prendre en main et que voilà, le déploiement peut se faire de manière assez simple. Donc, voilà, c'est un peu tous ces indicateurs qu'on suit sur une plateforme à part. Le churn, si on part et on fait un petit zoom sur cet indicateur, tu dis que tu n'en as presque pas. Donc, du coup, c'est une belle prouesse. Ça veut dire que les gens, quand ils utilisent la solution, bah, du coup, ils y restent. Est-ce que cet indicateur, il a évolué au fur et à mesure? J'imagine qu'il y en avait forcément plus au début que maintenant. Et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour y arriver? Ouais, alors c'est plutôt l'inverse parce que, alors en pourcentage, il reste à peu près le même. Par contre, après, comme tu as de plus en plus de clients, voilà, tu en as plus en volume, oui, qui potentiellement partent. Mais c'est vrai que généralement, c'est des personnes pour qui l'outil n'est pas forcément approprié. Tu vois, nous, ça va être très approprié pour des experts comptables et des directeurs financiers, mais des personnes qui ont la compétence financière. On en revient au sujet de la compétence. Mais tu vois, parfois, tu as des dirigeants qui se disent, allez, moi, je veux passer, et là, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on doit être accompagné par son expert comptable ou est-ce qu'on peut faire les choses seul? Et ben, tu as des dirigeants, parfois, qui vont prendre la solution en direct et qui vont nous dire, j'arrive pas à lire telle ou telle analyse et qui vont se retrouver bloqués à un moment donné et voilà, qui vont arrêter de l'utiliser parce qu'ils n'arrivent pas à lire les informations. Et donc là, c'est juste un problème d'alignement et nous, c'est pas forcément notre cible. Nous, c'est vraiment des profils financiers qu'on vise. Comment vous gérez-vous la compta en interne? Est-ce que c'est vous qui faites ça en interne? Est-ce que vous avez un cabinet comptable? Comment ça marche?
Non, bah, je fais encore la compta moi-même parce que déjà j'aime bien ça et puis ça me permet aussi d'avoir la vue globale, tu vois, tous les mois, de voir ce qu'on a dépensé, s'il n'y a pas des choses qu'on a oubliées. Donc je fais ma compta, mais voilà, c'est automatisé. Franchement, ça me prend 1 heure à tout saisir. Et après, on a un cabinet qui fait la révision comptable. Donc lorsqu'on fait des arrêtés, par exemple trimestriels ou semestriels, il s'occupe juste de la révision et puis de toute la partie fiscale. D'ailleurs, je serais hyper intéressé de savoir qu'est-ce que tu as mis en place justement pour que cette saisie comptable ne te prenne que si peu de temps, toi, en interne. Tu t'y sois comme solution. Après, alors pour la solution, je te dirai en off, mais parce que ça va peut-être faire des jaloux. Mais en tout cas, avec les outils modernes, en fait, tu peux automatiser l'import de tes flux, Hmm. l'import aussi des factures. Et donc, tu as une pré-saisie. Donc, toi, en fait, tout ce qui te reste à faire, c'est juste de transférer les justificatifs qui n'ont pas été transférés et de vérifier qu'il n'y a pas de problème dans les écritures saisies. Et en plus, nous, on n'est pas une énorme boîte, donc ça va quand même assez rapidement. Ok. Euh, et donc, il y a le cabinet avec lequel tu es accompagné pour faire des arrêtés ou pour clôturer les comptes, j'imagine. Exactement. Bah, du coup, toi qui es un très bon financier, bah, c'est ton métier en fait, et c'est ton job. Comment tu l'as choisi et pourquoi tu l'as choisi lui, qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est porté sur cette personne ou ce cabinet? Parce que là, c'est aussi important parce qu'il y a aussi pas mal d'entrepreneurs qui disent bah, j'arrive pas à trouver un bon cabinet, quoi. Tu vois? Et il y en a quand même beaucoup qui le disent. Alors, c'est pas toujours vrai. Il y en a qui disent mon expert comptable, genre, j'ai une galère, c'est mon sauveur. Toi, comment ça se passe chez toi? Bon, tu vas être déçu de la réponse, mais je l'ai choisi parce que c'était un pote. Mais derrière ça, quand même, c'était quelqu'un en qui je faisais confiance. On avait fait, pour l'histoire, notre DSCG ensemble. Ok. Voilà, donc j'aimais bien la personne, sérieux. Et en plus, son cabinet est en veille sur les nouveaux outils. Et donc, tu vois, ils nous ont accueillis, avec Fintesis, ils nous ont fait pitcher très tôt dans l'aventure. Ils sont devenus clients. Et Hmm. aujourd'hui, tu vois, ils ont déployé beaucoup de dossiers sur Fintesis. Et c'est vraiment un cabinet qui a cette approche-là un petit peu innovante. Et d'ailleurs, voilà, lui aussi, on échange tous les mois. Tu vois, même très rapidement, mais un peu pour avoir son ressenti, même si moi je suis dans le domaine, c'est toujours intéressant d'avoir l'expérience de quelqu'un d'autre sur des aspects en plus purement comptables. Moi, c'est un univers que j'ai quitté en plus il y a quelques années. Donc voilà, c'est vraiment, nous, ça a été nos critères de décision, les outils qui étaient utilisés, et puis un peu l'état d'esprit du cabinet. Ok, je vois. Ça, c'est souvent très important, en fait, de bien maîtriser aussi la niche ou l'industrie, la filière dans laquelle les clients sont, parce que tu vois, l'expert comptable qui est au fait des nouvelles technologies, toi, c'est un bon effet miroir. Au genre, tu peux Mm. faire un sujet ping-pong avec lui, où tu dis, voilà, il peut m'apporter de la valeur. Si le mec, il fait de l'IMO et toi, tu es dans la tech, bon, non, Exactement. on n'est pas dedans, quoi. Mm. Vraiment. La valeur, elle sera trop minime, en fait. Je comprends l'idée. C'est ça. Et puis, tu as des cabinets vraiment, enfin, tu vois, le type de cabinet avec lequel on travaille, ils sont vraiment multisectoriels, Ouais. ils ont vu beaucoup de choses et ça permet aussi, même le fait de travailler sur d'autres secteurs d'activité, ça peut apporter de nouvelles idées, donc c'est intéressant. J'aimerais qu'on projette un peu l'avenir. Tu vois, comment tu pressens, toi, ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années, dans la filière comptable et financière? Mm. Alors, il y a un constat voilà, qui est sûr que tout le monde fait, c'est qu'il y a un une bascule des missions de production comptable vers les missions de conseil, parce qu'avec l'automatisation de la comptabilité, eh ben, ça va être de plus en plus difficile de vendre une mission de production comptable et ça va être totalement automatisé. Donc nous, on veut vraiment se positionner sur cette partie voilà, conseil, analyse. Après, donc, on est rentré un peu dans une économie on était dans une économie de plateforme, là on est rentré dans une économie d'API où toutes les plateformes sont connectées les unes avec les autres et donc qui leur permet de bénéficier du travail de chacune. Donc nous, tu vois, par exemple, on bénéficie du travail des plateformes de production comptable qui nous donnent un peu cette matière raffinée qu'on peut utiliser et produire Hmm. pour produire des reportings pertinents. Donc voilà, je vois aussi un écosystème comme ça de plateformes interconnectées entre elles où chacune va apporter sa brique. Et après, bah, bien sûr, tu as des choses, enfin des nouveaux domaines qui sont de plus en plus utilisés. Donc, tu as par exemple l'analytique. L'analytique, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je pense que l'analytique, ça a le vent en poupe parce que ça permet en fait d'affecter
une catégorisation sur une écriture pour sortir du schéma comptable. Et en fait, comme on sort du schéma comptable, ça va parler au dirigeant. Et après, le dirigeant, lui, peut raisonner sur cette base analytique. Donc, pour moi, l'analytique, c'est un nouveau langage qui permet justement de faire communiquer l'expert comptable et le dirigeant sur une même base. Donc, nous, on veut beaucoup capitaliser sur cette partie analytique. Tu as bien sûr l'IA. Et donc, là aussi, on le voit sur les plateformes différentes manières d'utiliser l'IA via la génération du texte par langage naturel, via les chatbots qu'on a évoqués qui peuvent répondre à tes questions. Donc là-dessus, je pense que ça va être un gros changement, mais je ne pense pas que l'IA va remplacer totalement le conseil, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça peut te donner des recommandations, mais il y a forcément des choses que l'IA ne saura pas. Tu vois, elle ne va pas connaître le dirigeant personnellement, savoir quelle est sa situation personnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a dit en off, qu'il voulait faire, il avait un projet. Et en fait, tous ces détails qui vont manquer à l'IA, ça fait que certaines fois, elle va donner des conseils qui ne sont pas pertinents dans la situation. Et donc, je pense que le rôle du collaborateur et le rôle de l'expert comptable va changer. Et ça va être, en effet, de prendre tout ce que peut apporter l'IA, mais quand même d'ajouter la brique supplémentaire, la touche supplémentaire, avec du conseil et de la vraie valeur ajoutée. Et on en revient, l'enjeu pour moi de ces prochaines années, ça va être vraiment la formation et la montée en compétences des collaborateurs. Du coup, si ton cabinet à toi, il voudrait t'aider, au-delà de faire de la production comptable, parce que c'est pas vraiment là où il t'aide, tu vois, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour t'aider au maximum dans les 10 prochaines années, pour un entrepreneur comme toi? Pour moi, et c'est pour ça qu'on Ce serait quoi ton besoin, tu vois, en tant qu'entrepreneur? Tu dis, voilà, j'aurais besoin de ça pour que dans ma boîte, dans mon patrimoine, dans ma fiscalité, peu importe, tout, ce serait hyper stylé pour moi, tu vois. Je pense que peut-être, en effet, c'est un peu dans cette idée qu'on a lancé le module de scoring. Alors nous, on le suit, mais ça aurait été, je pense, la principale chose que j'aurais demandé à mon expert comptable, c'est d'être vigilant pour m'avertir si jamais il y a une zone de risque auquel moi, je n'ai pas pensé. Parce que tu es un peu la tête dans le guidon quand tu es entrepreneur et que quelqu'un jette un œil sur ton dossier, tu vois, même rapidement, et dise, là, il y a peut-être une zone de risque, tu devrais faire attention et tu devrais t'y attarder un petit moment. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Donc voilà, tu as ce côté un petit peu supervision. Et après, d'être là dans des décisions de gestion un petit peu structurantes qui puissent me dire, lui, d'après lui et son expérience, quelles sont toutes les implications de la décision que je veux prendre et qui puisse en fait se poser régulièrement tout au long de l'année avec moi. Sauf que c'est vrai que ça, souvent, historiquement, cette prestation de conseil, elle a du mal à être facturée parce que le dirigeant considère que c'est un peu inclus dans le package global. Et pour nous, c'est tout l'enjeu, en fait, de bien valoriser cette mission de conseil. Et c'est pour ça que de passer par une plateforme à part, ça aide un petit peu à faire comprendre aux dirigeants en disant, il y a la mission de production, il y a la mission de révision, et puis il y a la mission d'accompagnement qui est du vrai travail. Et donc, si vous avez des sujets, bien sûr, on peut en parler. Mais par exemple, vous avez un sujet de valorisation, on peut utiliser le module valorisation, on fait des scénarios ensemble. Et de remplacer un peu cette discussion que tu pouvais avoir en off par des choses très formelles et qui permettent, à mon sens, de vraiment valoriser cette intervention. Ouais, parce que c'est ça l'inconvénient aussi, c'est qu'entrepreneur, toi tu dis tu payes 2 ou 3 000 € par an ton expert comptable, vas-y, il te fait ton bilan, ta liasse, ta TVA, et puis c'est full package, quoi. Tu as une question, il va te répondre tout le temps, et puis il va t'apporter un conseil de ouf. Mais sauf qu'en réalité, c'est impossible, tu vois, de faire ce travail-là. Il faut qu'il s'y retrouve aussi, lui. Évidemment. C'est ça. Du coup, il y a vraiment un enjeu de changer la perception de valeur auprès des dirigeants du cabinet comptable. J'imagine bien naturellement qu'il y a des entreprises qui le savent, que la prod, c'est pas la même chose qu'une mission de conseil. Mais dans l'esprit général, plutôt pour les petites boîtes, eux, c'est pas du tout clair pour eux. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils vont vers des solutions qui vont automatiser la compta, ils vont trouver des solutions qui sont pas chères, parce que en fait, ils imaginent que ils vont le faire un peu solo, tranquille de leur côté, et puis ça va le faire, tu vois. Alors que le paradigme, il change quand même. Tu disais, on impulse aussi beaucoup sur l'analytique. J'aime bien l'idée de se dire, en fait, tu vas parler le même langage que ton entrepreneur. Parce que lui, en fait, c'est ce qu'il maîtrise. Son chantier, sa région,
ce produit-là, etc. Mais du coup, ça nécessite aussi pour le cabinet de comprendre en détail chaque activité. Donc, c'est plus... c'est presque... C'est du CFO part-time, en fait. Exactement. Qu'il faut faire. C'est plus plus de l'expertise comptable, entre guillemets. Bah, tout à fait. Et nous, on voit, en fait, nos deux typologies de clients, c'est des DAF externes et des experts comptables. Ouais, bah ouais. Et on voit, en effet, parfois, alors pas des frictions, mais en effet, parfois, le client se demande, est-ce que je dois faire appel à mon DAF externe? Est-ce que je dois faire appel à mon expert comptable? Et il y a des experts comptables qui interviennent sur ces missions, comme des DAF externes. Je pense qu'en effet, il y a un vrai enjeu pour les cabinets. Tu vois, en effet, s'il y a ce cas de mettre en place de l'analytique, ben, c'est une super opportunité de dire au client, bah, OK, on va le faire. Par contre, ça prend du temps. Il faut définir un schéma analytique. On va vous mettre à jour vos informations. On va peut-être faire un prévisionnel. Et donc, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients, en tout cas des forces et des faiblesses pour chacun. L'expert comptable, sa grande force, c'est qu'il a la main sur la donnée comptable. Et donc, tu vois, parfois, le DAF externe veut récupérer la donnée, mais l'expert comptable peut dire non, c'est nous qui allons faire. Au final, ils ne font pas toujours. En tout cas, il a la main sur la donnée comptable, et donc il peut le faire assez facilement. Par contre, il n'a pas l'habitude de donner ses missions de reporting, d'analytique, etc. Donc, il y a un sujet de montée en compétences là-dessus. Et à l'inverse, le DAF externe, donc il n'a pas la main sur la donnée comptable, mais par contre, lui, il en fait depuis toujours de ses missions de reporting, de prévisionnel, donc il est vachement habitué. Et donc, voilà, il y a souvent en fait une confrontation un peu entre les deux, mais je pense aussi que l'expert comptable est de plus en plus amené à devenir une sorte de DAF externalisé, et donc il faut qu'il sache le valoriser comme tel. Carrément. Je prends mon cas d'usage, j'ai un cabinet comptable et j'ai aussi un CFO part-time, tu vois. Mais du coup, moi, je trouve ça insupportable, en réalité. Parce que dans ma perception à moi, c'est en fait, je multiplie les interlocuteurs, et donc multiplier les interlocuteurs, bah, c'est une charge mentale pour moi, parce que je dois discuter à la fois avec un cabinet, mais à la fois je dois discuter avec un CFO part-time. Alors pourquoi j'ai choisi le CFO part-time? Parce qu'il a une maîtrise très spécifique, une compétence qui est assez rare. Et donc, bah ça, c'est pour ça que je suis parti le chercher, lui, tu vois. Mais du coup, je vois bien que s'il n'avait pas cette spécificité-là, bah en fait, j'en aurais pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Et en réalité, j'aurais voulu que ce soit le cabinet qui puisse le gérer. Quitte à le payer plus cher, naturellement, parce que le CFO part-time, il coûte beaucoup plus cher que le cabinet comptable. Pour travailler, en fait, peut-être un petit peu moins, comparativement. Donc, j'ai interviewé Laura Belaïch sur le podcast, un épisode que vous pouvez retrouver. Et justement, c'est vraiment sa vision, quoi. De se dire, OK, je te fais ta prod, mais je vais t'accompagner après, parce que c'est ça que je veux faire. Et je sais que c'est là où je vais t'apporter de la valeur. Ouais, et lorsque c'est un expert comptable, tu vois, il peut faire ça assez facilement. Ou en tout cas, voilà, il n'y a pas trop de barrières. Mais lorsque c'est un cabinet, en fait, tu as le sujet aussi de l'allocation de tes ressources en interne. Carrément. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que de dire, ah oui, aux collaborateurs, je vais leur faire une formation d'1 heure, et ensuite, je vais leur demander d'utiliser, quand ils ont le temps, Fintesis en parallèle de leur mission, et ben ça marche pas, parce qu'au final, voilà, tout le monde est tout le temps sous l'eau. Et donc, on a vu que ceux chez qui ça marche bien, c'est ceux qui ont créé en fait une filière vraiment spécifique dans leur cabinet, en disant, bah, voilà, on a une partie production comptable, on a une partie conseil analyse, et souvent, ce n'est pas les mêmes collaborateurs. Tu as des collaborateurs qui font la production, tu as des collaborateurs qui sont chargés de ces missions de conseil. Souvent, c'est pas les mêmes cursus entre ceux qui s'occupent de la production comptable, ceux qui s'occupent du conseil. Et dans ces cas-là, ça fonctionne bien. Et parfois même, il y en a qui changent de marque. Ils ont une marque pour le cabinet avec la production comptable et une marque pour l'analyse financière. Et un dernier cas qu'on a vu, c'est aussi des cabinets qui font le choix de collaborer avec des DAF externes en disant, bah voilà, sur cette partie conseil, et ben là, nous, on travaille avec un DAF externe. Voilà, ils ont leur accord entre eux. Et c'est un peu les schémas qu'on voit qui fonctionnent bien. D'ailleurs, j'ai un cas d'usage. Donc, il y a 2 entrepreneurs qui ont fondé un cabinet qui s'appelle Rally Conseil. Et du coup, ils sont incroyables, ces deux-là. Et que je salue aussi beaucoup s'ils nous écoutent ou s'ils nous voient. Je les salue aussi. Et François, justement, est intervenu pour nous il y a quelques semaines. Il a fait une vidéo sur comment il propose des prestations de DAF externe au sein de son cabinet en utilisant Fintesis. Bah voilà, tu vois, c'est parfait parce que Cédric, c'est celui qui s'occupe de la partie expertise comptable. François, lui, c'est celui qui s'occupe de la partie DAF externe. Et en fait, ils ont capitalisé tous les deux sur leurs 2 expériences respectives. C'est des copains, ils se sont associés. Et en fait, finalement... ce qui est aussi vertueux dans le cabinet, c'est que tout est dans le cabinet,
que tu crées des ponts et des revenus additionnels, en fait. Tu peux faire... Attends, comment ça s'appelle? L'upsell. Voilà, exactement. Entre chaque produit, tu passes par l'expertise comptable. Après, tu passes par cette solution. Et du coup, je trouve que même d'un point de vue marketing ou commerce ou proposition d'offres, c'est extrêmement clair. Exactement. Quand tu rentres, tu sais que tu as expertise comptable, mais tu sais que la version évoluée ou boostée de ton accompagnement, c'est ces options-là que tu pourras avoir. Quand tu achètes une bagnole, tu n'as pas la clim, les jantes, la peinture métallisée, etc. Direct dans la version numéro 1. Et donc ça... Exactement. Tu as les deux problématiques par rapport aux ressources et l'allocation des ressources, mais exactement comme tu dis, aussi en termes d'offres commerciales, c'est beaucoup plus clair dans l'esprit du client. On a la partie production comptable, on a la partie conseil financier, DAF externalisé, et les deux fonctionnent différemment, même si, justement, c'est rassurant pour le client de savoir que c'est au sein de la même structure, parce que tu sais qu'ils se parlent entre eux, qu'il n'y aura pas de friction, etc. Donc ça, pour le coup, c'est un modèle qui a vraiment marché. Ouais, carrément. Merci, Thomas. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais te poser 2-3 dernières questions avant de clôturer. On a parlé de toute cette industrie. Tu vois, moi, je trouve ça génial, en fait, ce qui se passe. Là, franchement, moi, je suis comme un gosse dans un terrain de jeu. Je me dis, aussi. Et en plus, pour le développement des fonctionnalités, c'est trop bien parce qu'on arrive sur des terres un peu inexplorées et il y a des choses qu'on fait, tu vois, 2 mois avant, on ne savait pas qu'on allait les faire. Genre le reporting, le prévisionnel sur l'analytique et c'est génial, quoi. Ça va offrir plein d'opportunités. Ouais, c'est trop ouf. Du coup, toi, comment tu fais pour te tenir au courant quand même alors, à la fois des avancées ou comment tu analyses un peu les signaux faibles de la profession pour aussi, toi, te mettre à jour, monter en compétences? Et puis, est-ce que tu as des ressources, des livres ou des podcasts ou des choses qui t'aident aussi peut-être à être une meilleure personne, un meilleur entrepreneur? Est-ce que tu peux nous apporter tout ça? Ouais, alors sur la manière de se tenir informé et de repérer les signaux faibles, en fait, je parle beaucoup, moi, à des clients tous les jours. Donc, j'aime bien quand même rester, avoir tous les retours qu'on peut avoir sur la plateforme, prendre des calls de démonstration, animer beaucoup de webinaires. Ça permet d'avoir les retours. Et de manière générale, on communique beaucoup avec nos clients sur les réseaux ou directement sur la plateforme. Après, on a la chance d'être dans un écosystème où tu vois, tout le monde communique de plus en plus. Donc, tu sais, et en plus, c'est marrant parce que les communications ont pris une tournure très axée produit sur les réseaux. Et donc, tu vois, maintenant, beaucoup communiquent sur le top 10, top 20 des fonctionnalités sorties dans le mois. Donc, c'est génial parce que tu sais un petit peu ce que chacun fait. S'il y a des choses qui sont intéressantes, bah, toi aussi, tu peux tester de ton côté. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je me tiens informé. Bien sûr, aussi, les podcasts. Donc, tiens, tu vois, j'en écoute beaucoup pour savoir un peu quelle est la vision de chacun sur le marché. Voilà, et après, comment je progresse, j'essaye de m'entourer de personnes aussi qui sont inspirantes et desquels j'ai à apprendre quelque chose. Donc, dans le recrutement, on met beaucoup de soin à trouver des profils qui vont nous apporter quelque chose et qui sont sur certains points en fait, meilleurs que nous. Voilà, et puis après, sur les ressources, moi, je lis pas mal. Et le dernier bouquin en date que j'ai lu, c'est Mastery de Robert Greene et qui explique en fait comment maîtriser une tâche. Et en fait, il revient sur le parcours de plusieurs génies de leur temps, donc Léonard de Vinci, Einstein, Goethe, Proust. Et il explique, en fait, il revient dans leur enfance, tout ce qu'ils ont vécu, et comment ils sont arrivés à maîtriser leur art de manière ultime. Et ça, il montre que c'est plusieurs facteurs, mais que c'est principalement que, ils ont trouvé quelque chose dans lequel ils étaient meilleurs que les autres. Donc, ça permet de réfléchir par rapport à soi-même quand on a envie de se lancer et de maîtriser quelque chose. Dans quoi est-ce que je suis meilleur que les autres un peu naturellement? Et deux, quelque chose en fait qu'ils aimaient vraiment profondément faire et qui pour eux en fait n'était pas du travail. Quand ils le faisaient, c'était juste du plaisir parce qu'ils aimaient ça. Et on pourrait rajouter un troisième élément qui est en quoi cet élément, ça peut permettre d'être utile à la société. Et en fait, il explique que c'est un peu la réunion de ces 3 éléments qui permettent à ces personnes-là de vraiment devenir des références dans leur domaine. Et donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant, je recommande. Parfait. Merci beaucoup, Thomas, en tout cas, de m'avoir fait le plaisir d'être venu sur le podcast. Encore une fois, j'espère à tous que ça vous a plu. Si vous souhaitez soutenir le taf, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 5 étoiles,
partager, vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube parce que ça nous aide beaucoup et ça nous permet aussi d'aller voir des gens inspirants comme Thomas. Aussi, si vous souhaitez tester Finthesis, allez directement en description de cette vidéo et cet épisode. Vous pouvez tester pendant 30 jours. Si vous souhaitez les meilleures opportunités en comptabilité et gestion, trouver un bon job ou changer de carrière, direction la plateforme Counter. Et vous pouvez aussi vous former à Finthesis, mais aussi à d'autres éditeurs de logiciels. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!